région. Donc, toujours donc, une demande des entreprises qui est importante, à peu près 250 000 personnes également, donc à peu près l'équivalent des chiffres que j'ai annoncés là pour les demandeurs d'emploi, 250 000 besoins de recrutement qui ont été estimés dans la région lors de la dernière enquête donc, du besoin de main-d'œuvre qui est réalisée par France Travail également. Et les 2 tiers des projets de recrutement sont jugés quand même encore difficiles par les entreprises. Donc, c'est encore une fois le paradoxe et nous invite à travailler donc sur les compétences, sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent donc répondre concrètement à ces besoins de recrutement. Et vous savez, l'État développe un certain nombre de dispositifs dont on va parler aujourd'hui, notamment un plan de lutte contre les difficultés de recrutement des entreprises, également un plan d'investissement dans les compétences qui nous paraît absolument central, essentiel, pour justement viser encore à améliorer cette adéquation entre les besoins des entreprises et les demandeurs d'emploi. Le développement de l'apprentissage également, qui, vous le savez, donc, se poursuit de manière très active. Et donc, l'action publique est ciblée notamment vers des difficultés particulières donc d'accès à l'emploi et des publics en particulier, que sont les demandeurs d'emploi de longue durée ou de très longue durée, que je citais, les bénéficiaires des minima sociaux, bien entendu, et en particulier les bénéficiaires du RSA, mais aussi les personnes en situation de handicap, les personnes également de plus de 50 ans et qui se retrouvent donc en situation de chômage, les jeunes sans qualification, et bien évidemment les résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et donc, dans ce cadre, l'État déploie toute une série de dispositifs qui visent à faciliter l'insertion donc professionnelle, notamment des habitants des quartiers politiques de la ville, sous forme de contrats dits et contrats aidés. Les différents dispositifs sont les suivants, rapidement, puisqu'il s'agit de propos introductifs. D'abord, les aides au poste, dans le cadre de ce que l'on appelle l'insertion par l'activité économique, que vous connaissez, je pense, très bien, et qui sont mis en œuvre par des entreprises intermédiaires, des ateliers, chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion. Et c'est une enveloppe de 93 millions d'euros que nous avons en 2024, avec un objectif de 6 300 postes donc dans ce secteur de l'insertion par l'activité économique, dont 25% d'habitants des quartiers de la politique de la ville. Deuxième dispositif sont les parcours emploi compétences, les PEC, on dit dans le jargon, qui sont des dispositifs d'accompagnement également qui s'effectuent dans le secteur non marchand, collectivités locales, coopératives, associations, établissements publics. Et là, c'est 18 millions d'euros qui sont déployés pour ces PEC, avec un objectif de 3 850 prescriptions, dont 25% également au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Troisième dispositif, les contrats d'insertion en emploi jeune également, pour l'embauche de jeunes âgés de moins de 26 ans ou de jeunes reconnus en situation de handicap, où là on peut aller jusqu'à 30 ans. Et là, c'est aussi 590 contrats qui sont visés, dont encore une fois un quart au bénéfice des habitants des quartiers de la politique de la ville. Enfin, deux dispositifs que je mentionne, donc le contrat d'engagement jeune également, ce fameux CEJ, donc, qui fait l'objet, vous savez, de forte attention donc, des pouvoirs publics, qui est un dispositif intensif d'accompagnement des jeunes, avec des périodes donc d'immersion, des périodes de stage, de formation également en entreprise. Et là aussi, un objectif assez élevé, puisque nous avons plus de 21 000 entrées qui sont visées, dont plus de 32% de jeunes de moins de 26 ans habitant les quartiers donc, de la politique de la ville. Et enfin, dernier dispositif que je mentionne, excusez la longueur de la liste, les emplois francs, enfin, donc qui sont vraiment un dispositif d'aide à l'embauche qui vise à répondre vraiment aux inégalités que subissent les habitants des quartiers prioritaires. Inégalités, donc, puisqu'on observe qu'à diplôme, à âge ou à parcours équivalent, eh bien, ils ont, vous le savez, beaucoup moins de chances donc d'accéder à l'emploi que des personnes qui habitent dans d'autres quartiers. Et donc, ces emplois francs, qui sont un peu le point central de notre discussion de ce jour, constituent une aide financière, en fait, consiste en une aide financière qui est versée à tout employeur donc privé, entreprise, association, qui recrute un demandeur d'emploi
qui est suivi donc par France Travail ou par une mission locale et qui réside donc dans un quartier de la politique de la ville. Ça peut être un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée, mais d'au moins 6 mois. Et donc, nous reviendrons bien entendu au cours de ces échanges sur les conditions un peu plus fines de recours donc à ce dispositif des emplois francs. Mais nous tenions donc à signaler, et je tenais à signaler en cette introduction, que nous sommes plutôt sur un dispositif qui n'est pas suffisamment donc sollicité, puisque nous sommes simplement à date à 30% de notre objectif annuel, objectif qui est de plus de 2000 contrats, 2118 contrats exactement, qui sont à réaliser donc en 2024. Nous n'en sommes qu'à 30%. D'où l'importance de ces discussions de ce jour pour bien réexpliquer quel est ce dispositif, quels sont ses avantages, quels sont peut-être les freins à lever pour le déployer complètement, et trouver comment nous pouvons nous mobiliser collectivement pour donc recréer une dynamique forte autour de ces emplois francs, donc au bénéfice, encore une fois, des habitants des quartiers de la politique de la ville et des entreprises donc qui pourront recruter les différents talents que l'on peut y trouver. Et donc, je voudrais terminer en soulignant que, au bénéfice de ces quartiers politiques de la ville, nous avons là aussi plusieurs actions qui sont, vous le savez, déployées, notamment pour la mobilisation des entreprises, avec l'action Les entreprises s'engagent pour les quartiers. Et nous visons là encore une fois une accentuation du nombre d'entreprises qui intégreront ce dispositif. Une autre action qui tente à promouvoir le travail indépendant, notamment l'entrepreneuriat, c'est le programme, vous le connaissez, Entrepreneuriat Quartier de 2030. Les questions aussi d'insertion donc dans l'emploi au plus près des quartiers grâce au dispositif des pactes plein emploi, en relais des cités de l'emploi qui ont été déjà déployées depuis un certain nombre d'années. La formation professionnelle, encore une fois, avec le déploiement de l'apprentissage et un objectif ciblé là aussi spécifique aux jeunes des quartiers de la politique de la ville, et notamment au travers de ce qu'on appelle les prépas apprentissages. Et enfin, donc, le sujet de la lutte contre les discriminations, et notamment donc, pour l'accès au stage, pour l'accès à l'embauche, mais également au logement, aux prêts bancaires, sous l'égide de la DILCRA. Donc, nous aurons un certain nombre d'actions à mener en 2024, dont un testing donc pour lutter vraiment de manière résolue contre ces pratiques discriminatoires. Voilà un petit peu ce que je souhaitais donc souligner dans le cadre de ces propos introductifs pour encore une fois vous appeler à cette mobilisation, on l'espère, au bénéfice donc de ces aides, de ces accompagnements, bénéfice des quartiers de la politique de la ville et tout particulièrement donc le dispositif des emplois francs. Je vous remercie de votre attention et je remercie par avance les différents intervenants donc, qui ont bien voulu se prêter à cet exercice-là d'échange lors du webinaire. Et je repasse peut-être la parole à Moustapha Berra. Merci à tous. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Mamis, pour cette introduction et puis ce cadre un peu général, en tout cas dans notre région, et l'ambition aussi d'aller un peu plus loin sur ce dispositif-là, qui est un dispositif parmi beaucoup d'autres aussi, et donc peut-être aussi aujourd'hui valoriser les emplois francs, plus qu'ils ne l'étaient peut-être auparavant par rapport aussi à d'autres dispositifs existants, et permettre aussi aux acteurs de mieux les connaître. Alors, très rapidement, avant de céder la parole à Madame Charbot, qui va nous donner un contexte national de perspective, je vais vous partager mon écran pour déjà regarder qui est là. Alors, je partage rapidement. Vous me dites si vous voyez l'écran, si c'est bon pour vous. Oui. Très bien. Oui, c'est bon. Parfait. Donc ça, on y est. Juste pour dire qui est là, en fait, sur l'ensemble des inscrits, 50% sont des agents de l'État. Et dans ces 50% des agents de l'État, il y a à peu près 50% qui sont de France Travail. Il y a 6% de missions locales qui se sont inscrites, 10% presque de collectivités qui sont présentes, et enfin 40% d'associations et entreprises, et parfois il est difficile de distinguer. Donc c'était juste pour vous donner un panorama en pourcentage des présents aujourd'hui.
on avait posé deux petites questions très basiques à la base dans le cadre de l'inscription, et puis finalement, on les a utilisées pour vous montrer rapidement quand même quelques éléments qui ressortent. Avec quoi aimeriez-vous repartir de cette rencontre? Eh bien, on voit que les gens, ben, ils aimeraient partir évidemment avec de l'information, des pratiques, de la connaissance. Et à côté de ça, alors toujours en proportion, hein, puisqu'il y avait moins de répondants, avez-vous une question, une remarque pour les organisateurs? Il y avait la question de 2025, c'est-à-dire la question de l'autorisation, de la pérennité de certains dispositifs. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu la coloration aussi des personnes qui sont présentes. Donc pour la suite, je vais passer et arrêter le partage. Je vais passer la parole à Madame Charbot qui va vous permettre de mieux comprendre ce dispositif et la stratégie nationale. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Cécile Charbot, je suis sous-directrice des parcours d'accès à l'emploi à la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, et donc en charge notamment de l'ensemble des dispositifs qui permettent à des personnes éloignées du marché du travail d'accéder à un emploi, et en particulier pour ce qui vous intéresse ce matin, du dispositif des emplois francs. Alors, cela vous a été rappelé en propos liminaire par Monsieur Mamis, mais le dispositif des emplois francs, il a été pensé précisément pour lutter contre les discriminations à l'embauche que peuvent vivre les habitants qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Puisque à diplôme, à âge et à parcours équivalent, il est plus difficile d'accéder à un emploi pour les habitants des QPV. En termes de constat, ce qu'on peut observer, c'est que le taux de chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville reste plus de 2 fois supérieur au taux de chômage qu'on constate nationalement. Ce qu'on constate également, c'est une surreprésentation parmi les demandeurs d'emploi, des demandeurs d'emploi qui sont résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville, puisque les résidents de QPV représentent un petit peu plus de 8% de la population française, ils représentent 13% des demandeurs d'emploi. Ce qu'on peut également observer, c'est que c'est une population plutôt jeune. 40% des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville ont moins de 25 ans. C'est également une population qui est moins qualifiée que ce qu'on peut observer en moyenne nationale. Un jeune sur 3 détient un niveau de formation qui est inférieur au BOP ou au CAP. Et parmi les 15 à 29 ans, près de 30% d'entre eux ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Donc, ce sont des NEETs, comme on les appelle classiquement. Et donc, cette situation dégradée de l'emploi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville nécessite une action particulière de l'État. Cette action particulière de l'État, elle se déploie à la fois via l'orientation de dispositifs de droit commun vers les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle se déploie aussi via des dispositifs qui sont spécifiques et dédiés aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est bien sûr une logique de rattrapage qui est mise en place et qui vise, pour les dispositifs de droit commun, à atteindre une part de bénéficiaires qui est adaptée aux besoins en termes d'accès à l'emploi des habitants des QPV. Ça vous a été rappelé, hein, c'est le cas typiquement des contrats aidés, c'est le cas du contrat d'engagement jeune, c'est le cas de l'insertion par l'activité économique. L'enjeu est bien la réorientation et l'orientation de ces dispositifs vers les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mais les actions de soutien à l'emploi en direction des habitants de quartiers prioritaires reposent également sur des dispositifs spécifiques. Et c'est le cas des emplois francs, puisque les emplois francs constituent aujourd'hui le seul dispositif emploi qui est dédié aux résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dont peuvent bénéficier les entreprises. Donc c'est un dispositif qui est dédié à l'emploi,
des personnes qui résident en QPV. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui un emploi franc? Un emploi franc, il permet à tout employeur privé, entreprise ou association d'une personne qui réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de bénéficier d'une aide financière. Cette aide financière est d'un montant de 15 000 euros à raison de 5 000 euros par an pendant 3 ans pour un recrutement en CDI. Cette aide financière est de 5 000 euros à raison de 2 500 euros par an pendant 2 ans s'il s'agit d'un recrutement en contrat à durée déterminée. Alors, le montant de cette aide est proratisé. Il est proratisé en fonction de la durée du contrat. Il est proratisé également en fonction de la durée hebdomadaire du contrat. La condition, c'est que le salarié soit resté au moins 6 mois dans les effectifs de l'entreprise pour permettre le bénéfice du versement de l'aide. Donc, un salarié qui quitterait l'entreprise à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du salarié, dans ces situations-là, si le départ de l'entreprise fait moins de 6 mois à compter du début d'exécution du contrat, l'aide ne sera pas due à l'employeur. L'employeur ne pourra pas y prétendre. Mais dès lors que son salarié reste au moins 6 mois, il peut prétendre à cette aide. Donc, le dispositif des emplois francs a plusieurs particularités. En général, les dispositifs de l'emploi sont mobilisés par une prescription du service public de l'emploi, de France Travail ou d'une mission locale. En l'occurrence, pour les emplois francs, il n'y a pas de prescription. Tout employeur qui a recruté une personne qui réside en QPV peut prétendre au bénéfice de l'aide emploi franc dès lors que les conditions d'éligibilité sont remplies. Il n'y a pas de conditions liées à la qualification, au niveau de qualification des personnes. Donc la personne recrutée peut être qualifiée ou non qualifiée. Et le critère de résidence en QPV tient à l'adresse du salarié. Il ne tient pas à l'adresse de l'employeur. Donc c'est bien l'adresse du salarié qui est prise en compte pour le bénéfice de l'aide à l'embauche. En termes de chiffres, donc le dispositif a été lancé en 2018, d'abord sous une forme expérimentale dans un nombre limité de quartiers, et il a été généralisé à partir de 2020. Donc depuis 2018, depuis le lancement, près de 130 000 entrées en emploi franc ont été réalisées. Ce sont plus de 80% d'embauches en contrat à durée indéterminée, dont 5% en contrat à durée indéterminée intérimaire. 70% des embauches ont lieu dans des entreprises de moins de 250 salariés. Plus d'un quart des personnes embauchées sont des jeunes de moins de 26 ans et 46% des personnes embauchées sont des femmes. Ce qui caractérise les emplois francs, et ce qui a été notamment relevé dans le cadre d'échanges qu'on a pu conduire avec des employeurs et avec des conseillers, c'est que les emplois francs sont un dispositif simple à mobiliser, puisque l'aide financière est versée à toute entreprise ou association qui va recruter un demandeur d'emploi inscrit à France Travail ou un jeune suivi par une mission locale dans le cadre d'un CDI ou d'un CDD d'au moins 6 mois. La condition, c'est le CDI ou le CDD d'au moins 6 mois. Et il faut bien évidemment que la personne réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Les conditions d'éligibilité seront appréciées à la date de la signature du contrat de travail. Et donc, dès lors que les conditions d'éligibilité sont remplies, le salarié peut être recruté en emploi franc. Et donc, quel que soit son âge, quel que soit son niveau de diplôme, quelle que soit sa quotité de travail au moment de l'embauche, puisque l'aide sera dans ce cas proratisée, quelle que soit sa rémunération au moment de l'embauche et quel que soit le poste sur lequel il est recruté. Typiquement, une personne qui réside dans un QPV au moment de son embauche et qui déménage pendant son contrat, dans cette situation, l'employeur reste éligible au bénéfice de l'emploi franc, y compris s'il y a un déménagement de la personne pendant les premiers mois, premières années du contrat.
Donc, la demande d'aide sera adressée à France Travail. Dans le mois qui suit la date de signature du contrat de travail, c'est un point important. Jusqu'à la fin de l'année dernière, les employeurs avaient 3 mois pour transmettre leur demande d'emploi franc. Depuis le 1er janvier, les employeurs disposent d'un délai d'1 mois pour transmettre leur demande à France Travail, parce que ce qu'on souhaite soutenir, bien entendu, c'est un effet incitatif à l'embauche. On ne souhaite pas régulariser a posteriori des embauches de personnes qui résident en QPV, parce qu'après avoir finalisé son recrutement, l'employeur découvre le dispositif emploi franc. On souhaite que le dispositif emploi franc soit réellement incitatif et donne lieu à une embauche. C'est pour cette raison qu'on souhaite que la demande soit déposée rapidement après la signature du contrat, voire avant la signature de ce contrat, ce qui est tout à fait possible également. En termes de versement de l'aide, donc je vous ai dit que l'aide est versée pour une durée de 3 ans ou de 2 ans, à hauteur de 15 000 € en totalité, ou 5 000 € selon la nature du contrat. L'aide est versée par semestre, donc elle est versée à l'issue de chaque semestre d'exécution du contrat. L'employeur transmet une attestation de présence qui permet de calculer le montant exact de l'aide due, qui prend en compte notamment les périodes d'absence du salarié, qui prend en compte la quotité de travail, qui prend en compte, le cas échéant, une période d'activité partielle. Et donc, cette attestation est transmise dans les 2 mois qui suivent l'échéance de chaque semestre d'exécution par l'employeur, ce qui donne ensuite lieu au versement de l'aide par France Travail. Pour 2024, au niveau national, donc ce sont 25 000 emplois francs qui sont réalisables, dont un petit peu plus de 2 000. Monsieur Mamis, vous pouvez rappeler le chiffre, 2 118 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est vrai que je vous remercie d'organiser ce webinaire sur les emplois francs, parce qu'on a fait le constat avec les services de l'adresse que la région est tout petit peu en retrait par rapport à l'année dernière, en termes d'entrée en emploi franc, également un petit peu en retrait par rapport à ce qu'on peut observer sur le territoire national. Il y a donc un enjeu effectivement de montée en charge. Il y a un enjeu aussi de mobilisation des employeurs. Vous l'avez rappelé. J'espère que cette journée, enfin cette matinée en tous les cas, vous permettra d'avoir des discussions qui seront fructueuses en termes d'identification d'actions et de mobilisation, en particulier à destination des employeurs. Voilà. Je termine simplement ma présentation pour vous signaler qu'il existe un question-réponse auquel vous pouvez avoir accès très facilement, qui est en ligne sur le site du ministère du Travail, que vous trouvez en cherchant question-réponse emploi franc. Et qui vous permet d'avoir par écrit l'ensemble des informations que j'ai pu vous transmettre, et par ailleurs d'avoir des informations les plus exhaustives et précises possibles si vous aviez des questions sur la mise en œuvre très concrète, très opérationnelle des emplois francs. Merci beaucoup, Madame Charbot. Vraiment, vos explications étaient d'une clarté. Tout ça, c'est clair. Et puis, on a un enjeu, si j'ai bien compris vos propos, dans notre région, de relever le défi, pour le coup, d'arriver au moins dans la partie de jouer dans le national. Du coup, je vais demander aux participants, ceux qui souhaiteraient prendre la parole, éventuellement de se signaler en cliquant sur la réaction et avec la main, si c'est possible, ou sinon d'ouvrir leur micro et de prendre la parole s'il y avait des questions plus précises sur vos propos, sur le dispositif, avant de poursuivre. Sinon, vous pouvez... Je veux bien, oui, juste pour une Oui, reformulation. Si j'ai bien noté, donc on est sur une aide de 15 000 € versée sur 3 ans avec 5 000 € par an dans le cadre d'un CDI. Par contre, pour un CD de plus de 6 mois, c'était un peu moins de mémoire. Oui, pour un CDD d'au moins 6 mois, 2 500 € par an sur une période de 2 ans. Donc, si concrètement c'est un recrutement
En CDD de 6 mois, ce sera une aide d'un montant de 1 250 € pour la période de 6 mois, versée à l'issue du semestre. Si le CDD est prolongé, cela permet à l'employeur de pouvoir effectivement poursuivre le bénéfice de l'aide. Il pourra continuer à percevoir l'aide s'il y a une prolongation de ce contrat dans la limite des 2 ans que j'ai indiqué et du montant de 5 000 €. Et dans l'hypothèse où le CDD se transformerait en CDI pour la personne, l'employeur peut basculer dans le régime CDI, c'est-à-dire le versement de 5 000 € par an à hauteur de 2 500 € par semestre maximum et sur une période au total de 3 ans. Super, merci. Monsieur Filiol, je vous laisse vous présenter. Oui, donc Tommy Filiol, je suis donc CIP à la mission locale de la Seine. Je remplace du coup Madame Schurch qui devait normalement participer à cette réunion. Voilà, pour prendre un petit peu les notes sur les emplois francs, comment on peut les mobiliser, nous, au niveau du coup, de la Seine et du bassin toulonnais, où on a énormément forcément de résidents QPV. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup. D'autres questions, éventuellement? Merci de vous présenter aussi lorsque vous posez vos questions. Oui, bonjour. Stéphane Zorzit, je travaille pour le pli de Cannes Pays des Reims. Une question concernant la demande. Est-ce qu'on s'adresse à l'agence France Travail du lieu d'habitation du demandeur d'emploi ou du lieu de l'entreprise? Alors, la demande se fait par téléservice. Après, peut-être qu'il y aura une réponse plus précise, sinon on pourra vous apporter post-réunion la réponse tout à fait précise. Oui, d'accord. Donc ça se fait en ligne, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, c'est France Travail Service Merci. qui gère l'enregistrement là, des emplois francs. D'autres questions? Une question dans le chat. Claudine, je laisse nous la communiquer. Donc, on nous pose une question, avez-vous des données concernant cette transformation CDD-CDI? On a vu donc déjà tout. Donc là, on nous précise, donc c'est Maxime Martineau qui nous pose cette question de la communauté d'agglo du Pays de Grasse. Alors, en termes de données quantitatives, non, on n'a pas de données sur un taux de transformation du CDD en CDI dans le cadre du dispositif emploi franc. Par contre, ce qu'on sait, c'est que très majoritairement, les employeurs qui bénéficient de l'aide emploi franc ont recruté la personne dans le cadre d'un CDI, puisque les CDI représentent plus de 80% des embauches donnant droit à de l'emploi franc. Mais c'est précisément, enfin, en tous les cas, l'objet de ce dispositif. C'est-à-dire, c'est d'inciter effectivement, d'une part, à ce que la personne soit recrutée dans le cadre d'un CDD qui est un CDD d'au moins 6 mois, puisque à défaut, l'employeur ne perçoit pas le bénéfice de l'aide. Et pour percevoir le bénéfice de l'aide, la personne ne devait pas faire partie des effectifs de l'entreprise. Donc, typiquement, un employeur qui recrute en CDD de 3 mois puis souhaiterait prétendre à l'aide emploi franc dans le cadre d'un CDD de 6 mois ou d'un CDI ne pourrait pas y prétendre, puisque la condition, c'est quand même que la personne ne soit pas précédemment dans les effectifs de l'entreprise. Donc, l'enjeu, c'est quand même bien ça, c'est d'inciter à ce que les personnes soient embauchées directement, soit dans le cadre d'un CDI, soit dans le cadre d'un CDD d'au moins 6 mois. Merci. Bonjour, je suis Valérie Ardoineau, la responsable pédagogique du CEDIS à Toulon. Nous, on s'occupe en fait des bénéficiaires du RSA. Donc, nous en avons beaucoup qui sont à la fois inscrits à France Travail et qui habitent en QPV. Je voulais savoir s'ils sont éligibles aux emplois francs. Absolument. Très bien. Donc, dans ces cas-là, s'il y a une opportunité d'embauche, on se met en relation avec le conseiller de France Travail.
Absolument. Et par définition, dès lors que les publics RSA sont bien inscrits comme demandeurs d'emploi, parce que la condition, c'est quand même que la personne soit inscrite comme demandeur d'emploi. Donc, dès lors que le bénéficiaire est inscrit comme demandeur d'emploi, il est éligible et vous pouvez passer par France Travail pour mettre en place l'aide emploi franc. Très bien, merci beaucoup. Voilà des informations pratico-pratiques, pour le coup. C'était l'objet de ce temps, de l'organisation. Je vous propose de poursuivre parce que vous allez aussi avoir des informations plus précises sur notre région et aussi parce qu'on a un enjeu et de communication, d'articulation entre les acteurs si on veut faire mieux sur notre région. Et je vais céder la parole à M. Spinoza, qui est directeur de la performance à France Travail PACA. Et je vais aussi partager le PPT qu'il a préparé. Oui. Bonjour à tous et merci donc de nous donner l'occasion peut-être de donner quelques indications sur l'ensemble des actions qui sont menées, alors pas seulement par France Travail, parce que avec la mise en place du réseau des acteurs pour l'emploi, je pense que il faut jamais oublier qu'on est toujours en coordination, en collaboration avec le service public de l'emploi, notamment Mission Locale et Cap Emploi, qui sont aussi également participants à ce webinaire. Je voulais juste rappeler peut-être avant d'aller plus spécifiquement sur le plan d'action et les actions qu'on a déployées au niveau régional pour favoriser le recours aux emplois francs, rappeler qu'en fait on est c'est une partie d'une stratégie régionale qui a vocation à apporter notre contribution à la lutte contre le chômage en quartier prioritaire là, de la politique de la ville. Euh, sur ces aspects-là, je vais vous donner quelques chiffres complémentaires à ceux qui ont été cités pour donner un éclairage pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc fin 2023, en fait, on avait presque 71 000 résidents en quartier prioritaire de la ville, ce qui représentait 15% de la demande d'emploi, donc en catégorie ABC de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parmi ces résidents QPV, on a 15% de jeunes et 10% de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et ces personnes qui sont donc résidentes en QPV, inscrites à France Travail, elles recherchent, enfin, leurs 3 métiers les plus recherchés, ce sont les métiers des services à la personne et aux collectivités pour 23% d'entre elles, transport logistique pour 14% et commerce, vente et grande distribution pour 13% d'entre elles. Donc ça, c'est un peu le volet, le côté demande. 2 chiffres pour éclairer sur ce qu'on disait depuis maintenant, c'est-à-dire que la mesure est, semble-t-il, pas suffisamment connue. Donc on renforce dans ce cadre-là nos efforts de communication, de valorisation de la mesure. L'an dernier, il y a 29 000 déclarations d'embauche qui ont été réalisées pour des résidents en quartier prioritaire de la ville, avec des conditions qui, normalement, auraient permis le bénéfice de la mesure emploi franc. Et en fait, on a eu, j'allais dire seulement 1 930 emplois francs réalisés en 2023. Donc on voit qu'on a quand même un potentiel assez important de recrutement là, des publics QPV et qu'on peut peut-être mieux communiquer et mieux utiliser la mesure au bénéfice de ceux qui sont les plus en difficulté, qui en ont le plus besoin. Donc on peut passer peut-être au slide suivant avec les 4 points de la stratégie régionale de France Travail. Euh, donc pour toujours lutter contre le chômage en quartier prioritaire de la politique de la ville, on a dans un premier temps euh, travaillé sur une réallocation de nos ressources. On a un certain nombre de dispositifs qui existent, qui sont donc proposés pour les demandeurs d'emploi, notamment le contrat d'engagement jeune. Il y a aussi l'accompagnement intensif jeune où il reste quelques portefeuilles et puis dans les zones QPV, il y a les portefeuilles équipe emploi ou les portefeuilles équipe recrute. Donc en fait, nous, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a redistribué ces portefeuilles pour faire en sorte qu'il y ait une concordance entre nos conseillers qui sont dédiés pour faire de l'accompagnement renforcé de ces publics-là, avec du coup les zones où sont ces personnes-là qui ont besoin d'être traitées, d'être accompagnées par l'ensemble du service public de l'emploi. Ensuite, on a des actions pour renforcer donc les dispositifs d'insertion. Parce qu'on a des actions, donc Monsieur Mamis le citait sur les contrats aidés avec les PEC notamment, et puis donc des actions
à destination des employeurs qui peuvent éventuellement bénéficier de ces emplois francs. On a créé, là, au courant juin, une communauté de conseillers qui sont donc plus particulièrement dédiés à enfin, au quartier prioritaire de la ville. Donc je vous en parlerai aussi un petit peu parce que l'idée, c'est que cette communauté soit élargie ensuite aux partenaires de France Travail et qu'elle nous serve à essaimer des bonnes pratiques, à créer une émulation au bénéfice de ces personnes-là. Et puis, on essaie aussi d'obtenir de nouveaux relais, puisque manifestement, les efforts qu'on a réalisés pour communiquer sur ce dispositif n'ont pas pleinement porté leurs fruits. C'est peut-être qu'il faut qu'on trouve d'autres relais, d'autres personnes qui, avec nous, avec le service public de l'emploi, communiqueront en direction des entreprises et en direction des publics pour inciter à un recours plus fort, plus intense des emplois francs. Dans la slide suivante, je vais revenir sur la stratégie là, pour sensibiliser les recruteurs au niveau des actions régionales. Donc, comme je vous le disais, on a 550 conseillers qui sont, enfin, pardon, 550 conseillers entreprises donc ils sont mobilisés également pour promouvoir la mesure. Ces conseillers entreprises, ils font ce qu'on appelle nous de la promotion de profil, c'est-à-dire que en lien avec les conseillers qui font l'accompagnement des demandeurs d'emploi, ils vont aller proposer à des entreprises qui n'ont peut-être pas encore déposé d'offres, des profils qui peuvent les intéresser par rapport au recrutement passé, par rapport à l'activité de l'entreprise. Et ça, c'est pleinement l'esprit de la mesure, c'est-à-dire on est en proactivité, on essaie d'obtenir un placement en emploi d'un demandeur d'emploi et de satisfaire le besoin en recrutement d'une entreprise grâce à cette promotion de profil. On a donc toute une série d'opérations de communication, des mailings entreprises, qui sont réalisés de façon régulière. On essaie vraiment de sensibiliser, par exemple, on a communiqué en direction des entreprises parce qu'un des freins majeurs qui a peut-être rendu peut-être difficile, en tout cas qui a limité le rythme de recours là, aux emplois francs en début d'année, c'est le changement du délai pour déposer sa demande d'emploi franc, en passant de 3 mois à 1 mois. On a un certain nombre d'entreprises qui avaient peut-être l'habitude de recruter régulièrement des personnes issues des quartiers prioritaires de la ville, tout en bénéficiant des emplois francs, qui ont vu leur demande rejetée parce que ils avaient mémorisé que c'était 3 mois et le délai était passé à 1 mois. Donc on a repris l'ensemble des entreprises qui avaient déposé des DPAE l'an dernier sur des quartiers prioritaires de la ville pour les informer que désormais le délai était passé à 1 mois. On a également travaillé, c'est un relais qui est important pour nous, d'information, de conseils auprès des entreprises. On a mis à disposition donc des experts comptables, des kits d'aide au montage de la mesure pour justement travailler sur les freins et peut-être parfois le montage administratif pour une très petite entreprise peut être un frein au recours à la mesure. C'est une logique, voilà, de relais d'information auprès des entreprises. On a aussi, travaillé et on le fait en continu pour sensibiliser, les entreprises qui, ont en cours ce qu'on appelle donc les préparations opérationnelles à l'emploi. Alors les collègues du service public de l'emploi, maîtrisent très bien le dispositif, puisque demain, les missions locales pourront avec nous, et puis enfin je pense aussi Cap emploi on y arrivera, prescrire ces préparations opérationnelles à l'emploi. Elles sont très intéressantes parce qu'elles permettent en fait sur une offre d'emploi qui a été, identifiée, déposée par un employeur, lorsqu'on a, un demandeur d'emploi, que l'employeur souhaite recruter, mais qui a un écart de compétences entre celles demandées par, l'entreprise, et les siennes, on travaille avec l'entreprise à un plan de formation sur mesure, l'entreprise forme, et ensuite recrute le bénéficiaire. Donc, on fait une opération de sensibilisation, de phoning, d'information de l'employeur. L'objectif étant peut-être, là où l'employeur hésitait encore un peu sur le recrutement, il dit: «Bah, avec l'aide, je vais pouvoir poursuivre mon effort de formation et je vais garder la personne en emploi franc». Ou bien si, peut-être qu'il était, sur un projet de recrutement, sur un contrat de 6 mois pour bénéficier de la mesure, on peut peut-être, l'inciter à aller plutôt sur un contrat à durée indéterminée. Donc là, c'est des contacts qu'on fait, de façon, régulière pour être certain que l'employeur a l'information et pour essayer de sécuriser et d'augmenter
le taux de placement, d'embauche à l'issue de la mesure. Je vous ai parlé aussi donc de cette, communauté, des, QPV qu'on a initiée en juin et qu'on va essayer d'élargir, pour qu'on ait aussi avec nous, des collaborateurs, des missions locales, des collaborateurs, de Cap Emploi. L'idée là, c'est vraiment de créer une émulation et d'essayer de, valoriser, d'essaimer chaque fois qu'on aura, donc une bonne pratique, un nouveau partenariat qui permet d'être, efficient, on dirait efficace, pour l'accompagnement de ces publics-là vers l'emploi. Ça, c'est des actions qui sont menées au niveau, régional et alors j'ai donné quelques exemples en fait d'actions, qui sont, plutôt, réalisées, dans les territoires. Elles sont nombreuses parce que voilà, on fait un pilotage, très, très resserré, de ce plan d'action, quartier prioritaire de la ville et à l'intérieur, du plan d'action, emploi franc. On a chaque semaine, des audios avec les territoires, hein, pour, vérifier, la bonne mise en œuvre de toutes les actions et à quel rythme on arrive à progresser sur la prescription des emplois francs. Je vais juste peut-être, détailler parce qu'on a, donc, sur les actions, cibles QPV, les places de l'emploi sont des opérations qui existent, depuis de nombreuses années, qui avaient été mises en place dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, qui peuvent être mobilisées avec, l'ensemble des acteurs là du service public de l'emploi. Donc on a, voilà programmé, des opérations place de l'emploi au cœur des QPV, là pour, essayer encore une fois de mettre en contact, des personnes qui sont en recherche d'emploi avec des recruteurs, tout en teintant ces, places de l'emploi, sur les mesures et particulièrement sur l'emploi franc. C'est le cas, par exemple, d'un forum là qui a été organisé cette semaine, donc c'était dans le secteur de Nice-La Trinité. Là, quand on parle d'un forum, en fait, il y a tout un travail derrière d'accompagnement. On est bien sur une notion on essaie d'accompagner les publics, de les aider à mettre en valeur leurs compétences, leur, expérience, leurs talents, pour convaincre un employeur qui va recruter d'abord, bien sûr, si la personne elle a des savoir-être, des, qualités, professionnelles et des compétences en lien avec le poste, recruté. Donc, l'agence, par exemple, à Nice avait, accompagné, les demandeurs d'emploi, les avait préparés pour ces rencontres, pour, pouvoir, leur permettre de convaincre des entreprises qui étaient là pour recruter, hein. Il y avait 100 postes à pourvoir. Donc on va multiplier ce type d'opération, voilà, dans toute la région pour essayer de mettre en relation le plus possible de demandeurs d'emploi issus des quartiers prioritaires de la ville avec, les entreprises. Enfin, sur la dernière partie, on a donc, rencontré quelques difficultés, par rapport à la mise en œuvre de la mesure et on s'est aperçu que, beaucoup d'entreprises finalement avaient besoin, d'être appuyées dans le recours à la mesure. Donc, c'est nos collègues de France Travail Services, donc les demandes sont centralisées et sont dématérialisées auprès de France Travail Services qui, enregistrent les dossiers. On a plusieurs types de difficultés. La première difficulté, ça a été donc, le raccourcissement du délai entre l'embauche, et la demande qui est passé de 3 mois à 1 mois. Donc là, on a fait notre travail, d'information et on espère que le relais des experts comptables va aussi nous aider à réduire le nombre de rejets, liés à ce délai qui est passé de 3 mois à 1 mois. Et puis cette année, on fait face, aussi à une difficulté particulière qui est beaucoup plus forte en région PACA comparativement aux autres régions de France et qui peut expliquer le fait qu'on est un petit peu en retard cette année sur, la prescription de la mesure. C'est que donc les périmètres des quartiers prioritaires de la ville ont évolué et en même temps que ça, le SICVIL qui, cartographie en fait les quartiers prioritaires de la ville, sur lequel on s'appuie pour pouvoir dire si une personne est ou pas résidente, en quartier prioritaire de la ville. Donc France Travail Services, nos collègues vont aller vérifier ça, pour voir si dans le dossier du demandeur d'emploi, il y a bien le top QPV qui est remonté. Donc le SICVIL avait sa propre base d'adresses et depuis le 1er janvier 2024, elle doit prendre appui, enfin il doit prendre appui le SICVIL sur la base d'adresse nationale qui est devenue la seule base d'adresse, pour l'ensemble des adresses, en France. Et donc on a un décalage, qui s'est produit entre, donc notre fichier de demandeur d'emploi et cette base d'adresse, ce qui fait que si on prend par exemple, la simple ville de Marseille, on a perdu dans nos fichiers quasiment la moitié des demandeurs d'emploi qui étaient précédemment topés QPV. Donc on a un travail intense de reprise, de ces dossiers-là. On est en contact avec la commune de Marseille, on est en contact avec le civic, la NCT, avec la direction générale pour réaugmenter, ce nombre de demandeurs d'emploi, directement enfin qui ont le top QPV.
Pour autant, et c'est aussi un peu l'objectif de ce webinaire, quand un employeur ou un conseiller France Travail a la certitude qu'une personne inscrite est bien résidente en quartier prioritaire de la ville, on a des solutions de contournement. Soit pour manuellement faire remonter le taux QPV dans le dossier, soit on peut, si vraiment on en a la certitude, signer une attestation dans laquelle on confirme que le demandeur d'emploi est bien résident en quartier prioritaire de la ville. Alors, je sais pas, il y a une main qui s'est levée, donc Oui, j'ai oui. bientôt fini. Ouais. Non, mais je vous laisse Oui, j'ai finir presque et terminé, puis voilà. on passera la parole ensuite pour la question à Ouais, Mélanie Collard. ouais. Mmh. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est que chaque semaine, on reprend dans la liste des contrats, dans la liste des demandes d'aide, à l'emploi franc qui ont été invalidées par, France Travail Service. On rappelle, en fait, l'entreprise et on essaie de comprendre quel est le motif du refus. Donc, si le motif de refus est légitime, bon, ben, on explique à l'entreprise, on confirme la décision là, qui a été prise par France Travail Service. Par contre, si on peut remédier à la situation, soit en délivrant l'attestation parce que la personne est bien résidente QPV, soit en travaillant avec l'employeur sur ben, les documents administratifs qui restent à fournir, on essaie comme ça de rattraper des mesures qui ont été là, demandées par les entreprises pour faire en sorte qu'on parvienne à mieux utiliser les emplois francs. Grâce à ça, on a débloqué en 2 semaines une cinquantaine de contrats emploi francs. Voilà, c'est pas neutre puisque notre objectif annuel est de 2118 contrats emploi francs, enfin mesures emploi francs. Donc on essaie voilà, d'apporter vraiment un soutien aussi administratif aux entreprises. Donc renforcement de notre capacité d'accompagnement des publics résidents en quartier prioritaire de la ville. Coordination bien sûr avec nos collègues Mission Locale et Cap Emploi. Valorisation de la mesure, opération régulière d'information d'entreprise et puis soutien aux employeurs, aux très petites entreprises vraiment qui voilà, ont parfois des difficultés avec le traitement administratif de la mesure. On essaie d'aller jusqu'au bout pour assurer un SAV complet. Voilà, Monsieur Béra, je pense Ah ben, terminé très avec. bien. Merci beaucoup. Alors, il y a des questions aussi dans le chat, donc Oui. on va les prendre à tour de rôle. Alors, peut-être que la première question qui avait été posée par Thierry, alors je ne sais pas qui est Thierry, mais il se présentera éventuellement. C'était bonjour, dans le cadre du développement des contrats d'apprentissage dans les QPV, est-il prévu une articulation entre l'aide à l'apprentissage et les emplois francs? Alors pour le coup, Madame Charbot a donné une réponse très, très claire dans le chat également, puisque voilà, elle rappelle que le contrat d'apprentissage n'est pas éligible à l'emploi franc. Par contre, si à l'issue, l'apprenti est recruté Je n'avais par pas vu l'entreprise, votre réponse. voilà, l'aide d'emploi franc est Merci beaucoup. mobilisable Oui, sous réserve après, des quotas. j'ai des personnes qui sont très intéressées par le kit emploi franc. Donc, Oui. n'hésitez pas à mettre des liens dans le chat si besoin. Et puis, je vais passer la parole à Mélanie Collard, que je laisse se présenter. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, oui. Oui, bonjour. Alors, Mélanie Collard, chef du service accès à l'emploi à la DETS du Var, donc avec la particularité d'avoir au sein d'un même service à la fois la gestion de tous les dispositifs d'accompagnement aux personnes éloignées de l'emploi que vous avez cités, l'IAE, les contrats aidés, les entreprises adaptées et aussi la politique de la ville. Moi, j'ai deux observations. On parle beaucoup donc des personnes inscrites auprès de France Travail. Il y a quand même une part significative des habitants qui ne sont pas inscrits auprès ou qui n'est pas suivi par le réseau pour l'emploi, que ce soit France Travail et Mission Locale. Donc, je pense qu'il y a quand même une piste de travail à faire auprès du public, parce que le public peut être autoprescripteur au sein de lors d'un entretien d'embauche, il peut lui-même faire valoir le dispositif auprès de son futur employeur. Donc, je pense qu'il y a un travail qui est à faire au sein du réseau politique de la ville pour vraiment faire connaître le dispositif aux habitants eux-mêmes. Alors donc aux associations qui les accompagnent, il y a les cités de l'emploi je crois que j'ai vu Nadia parmi les participants qui fait déjà ce rôle, mais aussi le déploiement, nous, dans le Var, des comités emploi, des objectifs emploi, sur lesquels on crée de l'animation autour de l'emploi, à la maille la plus fine. Le dernier kilomètre, c'est l'objectif, je crois, des pactes pour l'emploi à venir de la loi pour le plein emploi. Donc, il y a cette observation-là.
je pense qu'il y a aussi une part significative d'embauche directe hein, qui ne passe pas par le réseau pour l'emploi. Donc, c'est la communication à faire auprès, je pense, bon, vous le faites déjà hein, avec vos conseillers entreprises. Mais il y a aussi pas mal d'entreprises qui pourraient être aussi sensibilisées par le biais des chambres consulaires. Là, vous avez parlé des experts comptables hein, qui peuvent aussi mobiliser. Donc, c'est vrai que tous les clubs d'entreprise, alors nous aussi au sein de la DETS, on a fait ce choix de mobiliser aussi hein, les entreprises du département. Donc, ça cette piste-là. Et enfin, le recrutement, je pense qu'il y a eu une étude hein, l'année dernière, je crois, sur les effets hein, ou pas des emplois francs. Je pense que dans un contexte où les entreprises font face à des difficultés de recrutement, l'aide au recrutement n'est peut-être pas ce qu'ils recherchent en premier. Et donc, mais avant tout, le bon candidat a ses besoins. Si en plus, il peut avoir j'y passe cet effet d'aubaine parce qu'il y a eu une volonté de réduire à 1 mois pour éviter l'effet d'aubaine. Hein, mais bon, voilà, c'est aussi peut-être ça qui fait qu'il y a moins de succès cette année. Encore que moi, je ne suis pas spécialement inquiète hein, sur l'atteinte des objectifs. Hein. On est quand même sur un rythme qui reste faisable. Et puis enfin, c'est vrai d'avoir réduit à 1 mois laisse peu de latitude pour rattraper administrativement des dossiers qui seraient incomplets. Alors qu'on sait qu'en N-1, la plupart des validations étaient faites au-delà du 1 mois, plutôt entre 35 jours et les 3 mois. Donc, c'est vrai que la réduction à 1 mois pose sûrement des problèmes. Alors, je vais essayer de peut-être apporter quelques précisions par rapport à vos observations hein, que je partage totalement. C'est vrai que j'ai pas beaucoup insisté sur le point 4 là, de notre stratégie régionale qui était d'initier de nouveaux partenariats. Et dans l'exemple qu'on a donné, on a par exemple la CCT qui va mener des opérations de sourcing parce que vous avez tout à fait raison, hein. Nous, on a connaissance des personnes qui sont soit inscrites à France Travail, soit accompagnées par la mission locale si elles ne sont pas inscrites à France Travail. Mais il y a tout un pan de public qui aujourd'hui ne sont pas connus et vers qui il faut aussi aller pour les inciter peut-être à s'inscrire à la mission locale ou à France Travail et puis, pour lesquels on peut aussi, faire une valorisation de la mesure. Donc, oui, c'est tout à fait exact et c'est ce qu'on essaie aussi de réaliser. Sur, le dernier point par rapport au délai d'1 mois, donc l'employeur a 1 mois pour déposer, sa demande. S'il a fait son dépôt dans le délai d'1 mois, ensuite il a un délai plus important, qui est, enfin moi, ça dépend des situations, mais en gros, il a 6 mois ensuite pour, régulariser, donner, toutes les informations, tous les documents pour régulariser le dossier. Donc l'opération qu'on mène après de soutien, d'accompagnement, de l'entreprise, est importante, et aide justement à la finalisation des contrats. Mais oui, tout relais d'informations, les chambres consulaires, les unions patronales, et cetera, enfin tous ceux qui peuvent nous aider à communiquer au plus près des entreprises et des demandeurs d'emploi. C'est un plus pour nous, pour que la mesure joue pleinement son rôle, au niveau de ces publics-là, des quartiers prioritaires de la ville. D'autres questions? Je vois aussi des éléments de questions dans le chat, mais aussi des réponses parfois apportées. Et il y en avait une tout à l'heure que j'avais relevée, et c'est Shadia. Donc, je ne sais pas si c'est le nom ou le prénom, excusez-moi. Ayant une permanence emploi sur le QPV de Saint-Laurent-du-Var, comment pouvons-nous être reconnus comme partenaires accompagnant des habitants du QPV? Là, je pense qu'il faut simplement, si c'est pas déjà le cas, hein, c'est peut-être le cas, hein, mais faire le rapprochement, la mise en contact avec, les agences, France Travail, du territoire. Du coup, une fois que la connexion est faite, voilà, ça permet de participer aux 2 actions, de s'échanger les informations et puis quand il y a, du coup, le repérage d'un public pour lequel la mesure est particulièrement adaptée, coordonner les actions, du service public de l'emploi au bénéfice de la personne pour essayer de lui trouver, du coup des offres d'emploi, correspondantes. Très bien. D'autres questions? Demande de précision, Il a éventuellement? été rajouté, Ah, en PDF, donc, les oui. questions-réponses emploi franc. Donc, n'hésitez pas, oui, à regarder les réponses dans le chat. Alors, moi, j'avais une question, Monsieur Spinoza, sur
au niveau du regard régional, s'il y avait des disparités justement à proportion, bien sûr, hein, parce qu'on a beaucoup d'habitants sur les Bouches-du-Rhône et à Marseille en particulier. Et du coup, est-ce que vous observez plutôt des choses équivalentes en matière de proportion? Vous voulez dire proportion sur les De, publics, de la oui, prescription? sur les publics, oui. Bah, Ou sur les est-ce qu'il publics, y en fait. avait... Pardon. Oui, non, non, allez-y, allez-y, j'ai peut-être. Ouais. Non, 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 c'était vraiment ça. C'est-à-dire, en termes de retrait, est-ce qu'on a plus de retrait d'un département à un autre par rapport à cette moyenne nationale et puis, une deuxième question qui viendra juste après, c'est si demain, vous deviez retenir une dimension assez forte d'action de votre part, il y en a plein, mais le point qui vous semble incontournable sur lequel on doit, nous, progresser pour faire connaître ce dispositif aux employeurs et aux bénéficiaires. Oui. Le retrait, alors c'est peut-être le mot est un petit peu fort, mais Fort, oui. en tout cas, ouais, on a une plus grande difficulté sur enfin, la ville de Marseille et sur les Bouches-du-Rhône, parce que c'est là où on a quand même le volume le plus important de personnes résidant en quartier prioritaire de la ville. Et en ce début d'année, on est particulièrement gêné pour enfin, le repérage et toutes nos actions de com qu'on peut mener auprès des publics par le fait qu'on a cette difficulté sur l'identification des publics QPV dans notre fichier. Donc ça, c'est voilà, c'est une difficulté qui est plutôt d'ordre administratif. Après, on a une mobilisation des équipes des conseillers France Travail qui est équivalente sur l'ensemble des territoires avec énormément d'actions. Ouais, très, très concrètes de terrain, favorisant la rencontre entre voilà, les demandeurs d'emploi et les entreprises. Donc, voilà, enfin, le retrait, il est pas dû à, enfin, il est dû surtout à une Un problème technique, problématique, puisque... ouais, problème technique. Enfin, c'est dur, Monsieur Bira, de dire il y a Oui, une c'est seule difficile. mesure. Mais peut-être nous, vraiment sur ce sur quoi on insiste cette année, parce qu'il ne faut pas que le fait qu'on ait une relative sous-utilisation de la mesure en région PACA par rapport au reste de la France, que ça nous éloigne en fait de l'objectif premier de cette mesure. C'est bien d'accompagner et de permettre à des personnes qui sont enfin, en difficulté, ou en tout cas, Madame Charbot l'a dit, hein, 2 fois plus de taux de chômage, 2 à 3 fois plus de taux de chômage pour les résidents QPV par rapport aux autres demandeurs d'emploi. Donc, on vient simplement avec cette mesure un petit peu compenser cet écart de chance que peut avoir la personne parce qu'elle réside dans le quartier prioritaire de la ville. Donc, nous, on insiste beaucoup auprès de nos équipes, sortons de l'effet d'aubaine, faisons de l'accompagnement vraiment intensif, proactif des publics, allons vers l'entreprise, informons sur la mesure, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que vraiment à la fin, on ait permis à un demandeur d'emploi résidant en quartier prioritaire de la ville de reprendre un emploi. Et ça a été dit hein, par la personne de la DETS 83, pardon, j'ai oublié le nom. L'employeur, de toute façon, il ne recrutera pas pour la mesure, il recrutera parce que la personne, il y a un contact qui s'est bien passé et qu'elle a les compétences, les capacités, le savoir-être ou le potentiel pour occuper demain le poste proposé par l'employeur. Mais la mesure, elle est là pour inciter quand même l'employeur à se dire à compétences équivalentes, à profil équivalent, mais je vais prendre celui-ci parce que celui-ci me permet d'obtenir une aide de 5 000 € pendant 3 ans. Bien. Merci. D'autres questions éventuellement des participants? Il y avait la réponse, je ne sais pas si vous l'avez tous lu, donc à la question sur le développement des contrats d'apprentissage dans les QPV, est-il prévu une articulation avec l'aide à l'apprentissage des emplois francs? Et il y a eu une réponse à cette question. La réponse était, je voulais que ce soit éventuellement évoqué. Donc, le contrat d'apprentissage n'est pas éligible à l'aide emploi franc. Par contre, si à l'issue de l'apprenti donc est recruté par l'entreprise, l'aide emploi franc est mobilisable sous réserve du respect, bien sûr, des conditions d'éligibilité. Donc, est-ce que, voilà, c'était intéressant. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et ben, du coup, on va continuer par une séquence témoignage d'acteurs partenaires hein, de France Travail. Hein. Toutes les personnes qui vont présenter dans cette séquence-là sont des partenaires importants pour France Travail sur les territoires. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Martineau,
délégué régional KEOPS PACA pour promouvoir le dispositif Cap Emploi et nous expliquer son action sur notre territoire régional. Et je vais aussi partager le PPT de présentation que vous nous avez remis. Eh ben, bonjour à tous. Oui, en ce qui concerne donc Georges-Éric Martineau, je suis le délégué régional au niveau PACA de KEOPS, KEOPS étant le réseau de l'ensemble des 6 Cap Emploi, un par département de la région. Le rôle des Cap Emploi depuis un peu plus de 2 ans maintenant est totalement lié et c'est une très bonne chose au partenariat avec France Travail puisque depuis 2 ans, il y a eu un rapprochement des Cap Emploi et on retrouve dans toutes les agences de France Travail un conseiller, un minima, un conseiller Cap Emploi afin de déployer l'offre de services des Cap Emploi, c'est-à-dire tout ce qui peut permettre d'accentuer et d'aider l'emploi et l'embauche, le recrutement de personnes handicapées. Donc tout ce qui vient d'être dit par Richard Spinoza, eh ben, on y est de fait associé et bien sûr partie prenante volontaire, puisque à chaque fois qu'il s'agit d'une mesure, d'une aide, d'un dispositif, d'une action, eh ben, France Travail nous associe et c'est avec un grand plaisir que nous travaillons dorénavant et je pense que c'est la vraie valeur ajoutée de ce rapprochement qui va encore s'accentuer puisque maintenant avec la loi travail, le réseau pour l'emploi, les missions locales et d'autres partenariats vont plus se concerter pour œuvrer ensemble sur certaines thématiques et on ressent déjà aujourd'hui cette volonté de partager nos expériences. Alors, rapidement, peut-être la slide, les 2 slides suivantes, puisque rappeler juste le principe de ce qu'on entend par personnes handicapées. Bien sûr, on pense aux personnes reconnues travailleurs handicapés, mais plus globalement, ce sont toutes les personnes qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. On peut y trouver aussi des personnes donc, qui ont une pension d'invalidité, un taux d'IPP égal ou supérieur à 10%, etc. Et toute une liste d'une dizaine de statuts qui permettent d'accéder et d'être bénéficiaires de tous les dispositifs liés à l'emploi des personnes handicapées. Et plus généralement, on va dire en termes de définition, la personne handicapée, c'est une personne qui, du fait d'une problématique médicale, quelle qu'elle soit, et il ne suffit pas qu'elle soit très importante, pose des freins ou un problème pour accéder à l'emploi ou pour tenir son poste de travail et qui va donc nécessiter peut-être un accompagnement, une aide, des dispositifs qui, depuis la loi de 87, qui a été revue en 2005, la loi handicap qui oblige les entreprises à embaucher 6% de leur effectif de lors qu'elles ont 20 salariés, et ben, ces entreprises contribuent si elles n'ont pas leur quota, entre guillemets, à un fonds, la GFIP, et pour le secteur public, le FIP, et que ce fonds permet d'avoir et d'augmenter l'ensemble des dispositifs de droit commun en vue de favoriser l'insertion des personnes handicapées. Le rôle des Cap Emploi, donc, et leur mission, c'est les slides suivantes. Les missions vont sur 2 grands axes. Tout ce qui est tourné vers l'emploi, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes handicapées dans leur projet professionnel et jusque dans l'entreprise et dans l'emploi. Eh ben, c'est tout ce qui est relatif au soutien de l'employeur et du salarié, bien sûr, au poste de travail, afin que tous les placements, tous les recrutements réalisés puissent durer le plus longtemps possible et que la personne, quelle que soit l'évolution de sa pathologie, sa problématique médicale, puisse avoir les soutiens nécessaires, formatifs, matériels, d'accompagnement organisationnel
pour qu'elle puisse tenir son poste de travail. Les missions du Cap Emploi se retrouvent en complément, en soutien à toutes les missions de France Travail sur l'accompagnement de la personne dans son projet professionnel, où le Cap Emploi va soutenir la personne dans la définition de son parcours. Pour certaines d'entre elles, un grand nombre d'entre elles, elles sont toutes en recherche d'un nouveau projet professionnel parce qu'elles ne peuvent plus, du fait de leur pathologie et de leur handicap, réaliser les tâches du métier sur lequel elles ont été initialement formées. Donc, pour la plupart, il y a tout un travail d'accompagnement de ces personnes vers la définition d'un nouveau projet et qui, bien sûr, soit compatible avec les contraintes que présenteraient les difficultés du handicap. Et pour faire cela, eh bien, les conseillers Cap Emploi reçoivent bien sûr les personnes de manière approfondie, étudient le projet avec la personne, bien sûr, sur lequel elle se positionne et accompagne, soutient la mise en place de tout ce qui peut être relatif à la compensation du handicap, c'est-à-dire ce qui va permettre de maintenir de faire que le projet professionnel soit réaliste et réalisable par rapport à cette personne. Dans le même temps, le travail des Cap Emploi est tourné vers l'employeur pour l'aider, le guider dans tous les dispositifs et surtout à observer avec lui le poste de travail et tout ce qui peut être fait lorsqu'il le recrute. Donc, les entreprises bénéficient d'un soutien, d'un conseil, de tout ce qui est relatif à la compensation du handicap au poste de travail, à l'adaptation du poste de travail. Et le rôle aux côtés de France Travail, toujours, même que lorsqu'un recrutement ou un placement se fait par un conseiller de France Travail, peut intervenir le conseiller Cap Emploi afin de soutenir l'employeur dans tous les dispositifs administratifs, les mesures et les aides qui existent, qui sont relativement importantes, mais qu'il faut connaître et savoir mobiliser. Et là, le Cap Emploi est un soutien précieux pour faciliter la tâche à l'employeur et faire en sorte que le recrutement se fasse le plus simplement possible. Et enfin, le Cap Emploi intervient aussi sur tout ce qui est relatif à l'évolution professionnelle, tout ce qui permet à une personne, si elle le souhaite, de se reprojeter vers un autre métier, de faire évoluer son poste et ses compétences professionnelles. Et là, le Cap Emploi et conseil en évolution professionnelle et bien sûr va intervenir en soutien auprès des personnes. On peut passer aux slides suivantes. Je ne rentre pas dans le détail de tout ce que je viens de vous dire, si ce n'est que dans ce rapprochement avec France Travail permet de dynamiser l'apport justement du Cap Emploi vers les publics, tous les publics, et ceux qui en ont le plus besoin en termes d'information, de sensibilisation. On parlait tout à l'heure des personnes qui sont un peu nulle part, qui débarquent un peu. Je vous disais aussi que notre rôle intervient auprès des personnes qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mais nous pouvons tout à fait, et c'est ce qui se fait très couramment, soit au sein des agences, soit sur le terrain, donner de l'information auprès des publics pour qu'ils soient reconnus déjà ou pas, afin de les éclairer sur tout ce qui peut être mis en place lorsque une problématique médicale survient et qu'elle est censée ou sur lesquelles il est envisagé que des contraintes vont se poser pour la recherche d'emploi. On peut passer à la dia suivante. Je vous ai parlé donc de ce lien avec France Travail. La dia, c'est pas encore mise à jour, mais ça va arriver puisqu'elle est encore siglée Pôle emploi, avec ce dispositif d'un lieu unique d'accompagnement.
Donc, au sein de toutes les agences de France Travail, il y a aujourd'hui un accueil unique et la personne est tout de suite orientée dès lors qu'elle fait part de ses contraintes médicales afin de pouvoir avoir le meilleur conseil immédiatement et la prise en charge la plus pertinente. Le lieu unique, c'est aussi une team handicap. Au sein des agences de France Travail, il y a maintenant des conseillers France Travail et des conseillers Cap Emploi qui ont une spécificité de l'accompagnement des personnes handicapées. France Travail a beaucoup travaillé là-dessus pour élargir, améliorer ses connaissances en matière de handicap. Donc, peuvent tout à fait fournir du conseil et bien sûr mettre en place les différents dispositifs. Je vous ai parlé de cette relation avec les employeurs qui est tout à fait primordiale. Cette relation avec les employeurs permet aussi au Cap Emploi de l'informer et de mettre en place les différentes aides et mesures qui existent, dont l'emploi franc, bien sûr, et faire le lien et le conseil à cet employeur afin qu'il puisse pérenniser cette aide. Et bien sûr, l'emploi de la personne. La dia suivante, on arrive à la fin. Les Cap Emploi interviennent beaucoup au sein des entreprises, auprès des employeurs, pour donner de l'information sur les mesures, je vous l'ai dit, pour accompagner le recrutement, identifier le bon candidat. Et comme il a été dit, ce n'est pas une quête à l'aide ou à la mesure que recherche l'employeur. L'employeur, il cherche des candidats qui vont répondre au profil attendu et fournir le travail qui est attendu par l'employeur. Donc, pour nous, l'important, c'est de pouvoir proposer des candidatures dont la compétence est bien au rendez-vous, ou s'il n'y a pas, ou il manque un niveau de compétence, on peut tout à fait soutenir l'employeur et la personne concernée dans les dispositifs formatifs, apprentissage, contrat en alternance, etc., formation individuelle, afin de la faire monter au niveau, soit avant le contrat de travail, soit en cours du contrat de travail. Là-dessus, les mesures existent et sont pertinentes. Le conseil du Cap Emploi permet de bien sécuriser cette entrée dans l'entreprise du fait du handicap, afin que le handicap ne soit plus et ne soit pas le frein premier, tant au poste de travail que dans l'environnement de travail avec les autres collaborateurs. Et enfin, je crois que j'arrive à la dernière slide. Et elle précise ce que je viens de dire sur la notion de la compensation du handicap, l'analyse des situations de travail, l'accompagnement du choix des différents dispositifs. Il existe aujourd'hui une multitude avec la technologie, l'intelligence artificielle, le matériel a beaucoup évolué. Il y a très peu maintenant de postes de travail qui ne soient pas tenus par n'importe quelle personne handicapée. Le tout, c'est de connaître et de savoir comment et quoi mobiliser, avec quels moyens financiers et quel soutien. Et enfin, le Cap Emploi intervient aussi sur tout ce qui est relatif au maintien dans l'emploi. Si par malchance le handicap s'aggrave, si la personne se retrouve face à une aptitude avec beaucoup de réserves ou voire une inaptitude programmée, eh ben, le Cap Emploi va intervenir auprès de ses salariés et bien sûr avec le médecin du travail et l'employeur pour rechercher des solutions prioritairement dans l'entreprise, au poste de travail, voire dans une autre entreprise si le reclassement n'est pas réaliste ou réalisable dans l'entreprise et au poste initial. Voilà globalement le soutien des Cap Emploi. Merci encore de nous avoir sollicité pour intervenir. Et ça montre bien, encore une fois, ce lien partenarial qui est précieux
il ne s'agit pas que des QPV et des personnes qui habitent, mais dans les QPV, il y a toute une panoplie de statuts et de personnes qui ont besoin d'un complément d'information et d'un soutien auprès des employeurs. Merci encore de nous avoir fait intervenir. Merci beaucoup, Monsieur Martineau, oui, pardon, Oui. de votre intervention, donc qui nous donne un peu ce paysage-là de votre activité. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants par rapport à cette intervention? Tout en notant qu'on a une proposition, et il faudrait voir, Monsieur Spinoza, la proposition d'augmentation du montant de l'aide emploi franc, est-ce qu'elle ne serait pas plus incitative? Donc, qui vote pour, qui vote contre? Donc, je ne sais pas, en fait, de ce que vous m'avez dit les uns les autres, j'ai l'impression que on n'est pas sur une question de montant, mais plutôt d'articulation entre différents acteurs pour toucher les publics et aussi les employeurs. Donc, je ne sais pas. En tout cas, la proposition de Olivier Sensé est là. Je ne suis pas compétent pour y répondre. Voilà, faudra peut-être faire remonter à la DGFE ou étudier en fait peut-être les motifs de non-recours pour les employeurs, mais effectivement, c'est quand même 15 000 € sur 3 ans, c'est quand même une aide qui est relativement déjà conséquente. Et la mesure existe depuis 2018, elle n'est pas non plus très très ancienne. Et elle n'a pas été réévaluée, hein, si j'ai bien compris. Non, je pense pas. Ouais. Depuis très très longtemps, il y a marqué. Alors, une deuxième question, une précision de Mélanie Collard de la DETS 83. Est-ce que l'enveloppe est ouverte? Pouvons-nous dépasser l'enveloppe départementale si on a de la marge au niveau régional? Ah, je ne sais pas, Jean-Luc, Monsieur Spinoza. Oui, je ne sais pas si Jean-Luc, Monsieur c'est à Monsieur Cohen. Cohen. Oui, je pense que plutôt Monsieur Cohen qui peut. Pour répondre, on fait la demande et vous faites la demande par département et au niveau régional, on prend la décision on va dire, de réallouer les objectifs en fonction sûrement des résultats à date et des objectifs finaux. Je pense que ça doit être possible. D'autres questions? Sinon, si pas d'autres questions, on va remercier Madame Lardillon de s'extirper d'une réunion très importante pour elle sur les prochaines minutes et d'intervenir au titre du MEDEF Sud. Elle est responsable emploi et formation et donc du coup, c'est un éclairage côté employeur et aussi public important pour le dispositif. Merci Monsieur Béra, merci à la Cité des ressources PACA et à Monsieur Cohen de m'avoir demandé d'intervenir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou Très bien. de fond. Je vais essayer de parler plus fort. Je commencerai juste par une statistique qui dit que selon l'INSEE, il y a 48% des entreprises au niveau national qui rencontrent des difficultés de recrutement. Et ce chiffre est en hausse d'une année sur l'autre. Et en région Sud-PACA, on monte à 70% des employeurs. Alors, bien évidemment, il s'agit d'une moyenne. Hein, certaines entreprises ont des difficultés temporaires et d'autres de façon beaucoup plus structurelle avec des situations beaucoup plus dramatiques. Hein. Moi, je côtoie très souvent des chefs d'entreprise qui me disent, voilà, on a été obligé de ne pas répondre à cet appel d'offres de peur d'être sélectionné parce que nous n'avions pas de personnel en face. Voilà, ce matin, j'étais avec l'OPCO Santé également, voilà, avec qui la FHP me dit très régulièrement qu'on peut fermer des services faute de trouver des infirmiers ou des infirmières. Donc, ce constat est réel. Donc, finalement, tout dispositif qui viserait à réduire toutes ces difficultés d'accès à l'emploi et là, dans le cadre de cette réunion aujourd'hui, pour des personnes qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui sont, vous l'avez peut-être dit précédemment, 2 fois plus touchés
par le chômage que les personnes qui sont en dehors de ces zones-là, tout dispositif finalement est bon à prendre, si je puis dire. Et c'est vrai que on le voit, hein, on a eu une enquête de la DARES très récente, en 2023, qui a interrogé les employeurs qui ont eu recours aux emplois francs en 2022. Et on va dire, la majorité disent de toute façon, on a tellement de difficultés de recrutement qu'on aurait aussi embauché la personne, quoi qu'il en soit. Donc, c'est vraiment ces difficultés de recrutement qui poussent, j'allais dire, l'employeur à élargir ses exigences en matière de recrutement. Et finalement, c'est quelque part une bonne chose parce que les entreprises veulent bien souvent le mouton à 5 pattes. Donc, ça leur permet d'ouvrir un petit peu leur cadre habituel et de s'intéresser à des personnes peut-être qui correspondent sur le papier, on va dire, un petit peu moins à ce qu'elles avaient recherché, mais qui correspondent tout à fait en termes de savoir-être et d'attitude. Alors, cette étude de la DARES pourrait penser que finalement, l'aide financière de l'emploi franc est un effet d'aubaine. Pas du tout, parce que quand on regarde un petit peu plus en détail cette étude, on se rend compte quand même que l'emploi franc a un réel impact sur la qualité de l'emploi. Et les employeurs ont été invités, je ne sais pas comment on peut dire, à ce que l'emploi qu'ils allaient proposer se fasse à temps complet ou via un contrat durable, hein, parce que voilà, l'emploi franc, comme ça a dû être dit précédemment, ne s'adresse qu'à des embauches de CDI ou de CDD de 6 mois. Donc voilà. Pour répondre à la question précédente, alors je suis arrivée en cours de route et je m'en excuse, hein, est-ce qu'il faut augmenter le montant? Honnêtement, je ne pense pas que la question du montant soit la plus cruciale. Je pense que c'est la connaissance du dispositif. Parce que, vous le savez, hein, en France, nous sommes champions pour des millefeuilles de dispositifs d'aide au recrutement divers et variés. Et l'entreprise, avant tout, cherche une compétence, elle cherche de la main-d'œuvre, mais elle ne connaît absolument pas tous les dispositifs qui existent. Et donc, c'est plus en termes de pédagogie, de sensibilisation, et c'est tout ce que le MEDEF et les organisations patronales, et j'imagine beaucoup d'acteurs qui sont présents aujourd'hui, œuvrent au quotidien pour informer davantage sur le dispositif. Voilà. En sachant que l'entreprise, peut-être que ça a été dit précédemment, hein, l'entreprise qui ouvre ses critères de recrutement à des personnes domiciliées dans les QPV peut aussi bénéficier d'un cumul de dispositifs, si je puis dire, avec la PMSMP, la période de mise en situation en milieu professionnel. Donc effectivement, si le savoir-être correspond, mais que les compétences ne sont pas complètement, on va dire, en adéquation avec ses attentes, l'entreprise peut tout à fait faire cette période de mise en situation en amont de l'emploi franc. Et en tout cas, c'est ce sur quoi on invite de plus en plus les entreprises à faire. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lardillon. Des questions des participants, des demandes de précision par rapport justement à cette question de relais aux entreprises. Et il me semble, dans ce que vous dites, de ce que j'entends, c'est comment on facilite la vie aussi des employeurs par rapport aux différents dispositifs. J'imagine que c'est ce qui est réfléchi aussi là-dessus. Pourquoi tel dispositif plus qu'un autre? J'en ai pas connaissance, ou celui-là il est mieux. Donc ça, c'est vraiment, j'imagine, la forêt de dispositifs fait que c'est une difficulté de choisir le plus pertinent pour son entreprise. C'est ce que je disais, le millefeuille des dispositifs et aussi le stop and go régulier. C'est-à-dire que non seulement on crée des nouveaux dispositifs, mais
ils ont une temporalité qui est précise et ça ne facilite pas pour les entreprises hein, une bonne lisibilité des dispositifs, à mon sens. Mélanie, tu as levé la main? Oui, désolée, c'est encore moi. Oui, parce qu'on a parlé hein, de la création des emplois francs, de la phase expérimentale, de sa généralisation. Moi, ce qui m'inquiète un peu, hein, c'est que c'est renouvelé d'année en année par décret en fin d'année. Donc, quelle est la visibilité aussi de 2025 et de l'enveloppe qui sera la nôtre hein. Vous venez, Madame Lardillon, très justement d'évoquer les stop and go. Il y a eu une présentation des dispositifs en début de séance et notamment du contrat engagement, du contrat d'insertion jeune, hein, sur lequel on a eu un gros stop cette année. Et voilà, moi, il faut aussi rester prudent sur la mobilisation à due proportion des moyens qui vont être les nôtres l'année prochaine. On a vu l'intervention de France Travail qui nous expliquait que l'entreprise avait 6 mois pour régulariser. On va peut-être avoir donc des contrats qui vont être finalisés, des embauches vraiment finalisées avec la consommation d'enveloppes en décalé. Et quelle sera notre enveloppe de l'année prochaine? Voilà, c'est un peu, moi, à chaque fois, dans les dispositifs emploi, notamment sur des aides à l'embauche, la prudence que j'ai. Mais bon, on y va à fond cette année, on y croit. Hein, et après, on verra l'année prochaine. Mais c'est important d'avoir ça aussi en tête. Alors, Monsieur Spinoza. Oui, juste pour la précision par rapport au délai de 6 mois, justement, nous, on est proactif, c'est-à-dire que chaque semaine, on contacte les employeurs pour lesquels la mesure a été rejetée par France Travail Service et on travaille avec l'employeur pour vérifier si on peut revenir là-dessus, si on a enfin, voilà, moyen de compléter le dossier, de faire changer la décision de France Travail Service. Donc, en fait, grâce à cette action proactive, on régularise ou pas hein, les dossiers qui peuvent l'être bien avant le délai de 6 mois. On n'attend pas, voilà. On essaie de faire au plus vite. Très bien. D'autres réactions? Compléments? Interrogations? On est dans le timing pour l'instant. Donc, je vous propose de passer à la dernière séquence qui est l'expérience de terrain. Donc, je vais demander à M. Tagenmint de co-animer avec moi quasiment, puisque en fait, c'est lui qui a les relais, les contacts. Donc, je voulais voir aussi si M. Déez, Olivier était présent et Mme Gaëlle Méon. Alors, est-ce que vous êtes... Gaëlle, oui. bonjour, Alors, je suis présente. Alors, voilà. Olivier non, est absent, mais je le représenterai. D'accord, très bien. Et Monsieur Tagenmit, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais vous passer un petit film qui a été réalisé la semaine dernière pour aujourd'hui. Alors, j'ai un petit souci, le son n'est pas très fantastique. Heureusement, il y a une retranscription, il y a du sous-texte. Vous pouvez le regarder. Il dure 5 minutes maximum. Ah, ben voilà, Monsieur Tagenmit est là. Et du coup, je vais vous passer cette petite vidéo témoignage, puisque la personne, en fait, travaille aujourd'hui. Donc, voilà, il y a des gens, heureusement, qui travaillent. Et donc, on va regarder cette expérience-là et son retour. Je vais partager avec vous cette vidéo. Le son n'est pas très bon. Il ne passe pas bien, en tout cas. Sur un ordi classique, oui, mais en visio, apparemment, ce n'est pas si simple. Donc, voilà, je voulais vous prévenir. Et puis, je vais partager, du coup, mon écran. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Bonjour, désolé, ça a coupé du coup. Donc je me présente, Yohan Tagenmit, je suis responsable d'équipe sur l'agence France Travail Marseille-Capined et on accueille Gaël Méon, du coup, qui est chargé de recrutement au GEC BTP et qui nous fait le plaisir de pouvoir témoigner de la mobilisation de la mesure emploi franc. Très bien. On vous laissera témoigner, Madame Méon, par la suite, à la suite de la vidéo. Alors, je partage et La vidéo, ouais, justement, avec la présentation du candidat. Très bien. Alors, est-ce que vous l'avez déjà en vision? Oui, tout à fait.
m'appelle Sikine Baimbo, je suis originaire du Sénégal. Bon, avant de venir en France, j'ai dû faire des études un peu supérieures au Sénégal. J'ai eu à fréquenter l'université Cheikh Anta Diop. J'ai passé une licence en physique là-bas. Après, j'ai fait une formation en licence professionnelle énergie renouvelable. Je travaille un peu dans l'énergie renouvelable, dans la maintenance du panneau solaire et tout. Et après, j'ai fait de l'entrepreneuriat avec des stations de lavage des véhicules. Et c'est au moment de novembre 2023 que je suis venu en France pour rejoindre ma petite famille, ma femme et ma petite fille. Et depuis que je suis venu, j'ai enclenché pas mal de démarches pour m'intégrer à la société française. Comme quoi, j'ai fait reconnaître mes diplômes pour les faire reconnaître ici en France et pouvoir travailler ou postuler à une formation. Bon, mon projet de base en France, c'était de travailler dans l'électricité, mais je n'étais pas trop fermé au bâtiment. Et c'est dans ce sens que France Travail m'a contacté pour me mettre en relation avec le GIEC, parce que pendant ce temps, FH était en pleine sorte de recrutement. Et du coup, ils m'ont contacté France Travail pour assister à la réunion d'information qui a été organisée au France Travail de Belle-de-Mai avec le GIEC, et c'est là où tout a commencé. On est allé à l'information collective au France Travail Belle-de-Mai. On nous a bien expliqué le projet. Et du coup, je m'étais tellement intéressé qu'on m'a convoqué pour faire des tests que j'ai passés. Et le jour des tests, on nous a donné des lectures de plan comme exercice, des traçages de cours, des exercices en mathématiques. Puisque j'ai fait au Sénégal des études en série scientifique, ça ne m'a pas beaucoup posé de problème. Du coup, je l'ai réussi. Et du coup, j'ai eu un entretien avec le GIEC que j'ai réussi aussi. Et à la fin, j'ai été entretenu aussi par FH avec leur direction de recrutement. Bon, après la validation des entretiens au GIEC et à FH, on a commencé la formation de préqualification à l'AFPA pour 1 mois et demi. Une préqualification où on a fait des habilitations en électricité et en SST, sauveteur de sécurité de travail au milieu du travail. Et après cela, on a fait des coffrages traditionnels, on a fait des coffrages modernes et tout avec le formateur pendant 1 mois et demi. Et FH et GIEC, ils sont venus sur chantier, ils nous ont trouvé, ils ont vu ce qu'on a fait, ils ont parlé au formateur. Et c'est de là qu'ils nous ont proposé des contrats de professionnalisation. Et après de là, on a signé les contrats de professionnalisation et j'ai été affecté à Vitrolles, dans le parc Griffon, pour un chantier où on fait des grosses œuvres. On est en train de construire des bureaux avec une société là-bas et tout se passe bien avec mon intégration. Les gens sont tellement gentils, le chef a été tellement disponible avec moi. Il m'a mis en rapport avec un tuteur qui est à mon suivi et tout. Franchement, peut-être ce qui pose un peu problème, c'est le trajet, avec le problème de permis et tout. Ça pose un peu c'est un peu compliqué. Mais à part ça, franchement, c'est bon, parce qu'on passe 3 semaines au chantier et 1 semaine au centre pour pouvoir passer le diplôme qui est au mois d'octobre. La suite de ce contrat de professionnalisation qui aboutit à un diplôme de professionnalisation, si validation, je voudrais bien continuer pour faire une formation en BTS, chef de chantier, vu que j'ai déjà fait la comparabilité de mes diplômes, genre la reconnaissance de mes diplômes obtenus au Sénégal, ici en France, ça me permettra d'entrer dans une formation en BTS pour devenir chef de chantier chez FH. Et si ce parcours est possible, c'est une partie grâce au GIEC, parce que c'est eux qui nous ont permis de réaliser ce projet et qu'ils sont vraiment très disponibles avec un personnel qui sont toujours là à l'écoute de nos conseils. Bon, vraiment désolé pour la qualité du son. Donc, Monsieur Tagenlit, Madame Méon, vous m'excuserez auprès de Monsieur Mbo, vraiment pour les soucis techniques qui n'ont pas permis d'avoir les conditions idéales pour diffuser. Je vous remercie vraiment
vous le remercierez vraiment de notre part. Je vous laisse du coup raconter les mêmes phases, c'est-à-dire comment vous êtes rentré dans ce dispositif, pourquoi ce dispositif, mais côté employeur du coup. Oui, alors bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Gaëlle Méon, donc responsable RH au GEC BTP 13 et Méditerranée. Donc, une présentation rapide de notre structure. On est en fait un groupement d'employeurs donc pour l'insertion et la qualification, sous format d'association qui regroupe donc des entreprises du secteur du BTP pour répondre donc à leurs besoins en main d'œuvre et en favorisant donc l'insertion professionnelle. Notre spécificité, donc, c'est que nous ne proposons que du CDD de professionnalisation ou du CDD d'apprentissage, hein, donc uniquement du contrat alternance. Donc, c'est le cas de Monsieur Mbo que vous venez de voir. Alors, nous concernant, on est assez effectivement familier avec le dispositif de l'emploi franc. Mais plutôt par rapport effectivement aux critères, alors je dis critères, hein, mais vous comprendrez pourquoi, aux critères QPV, puisque dans le bâtiment et les travaux publics, effectivement, sur une grande majorité des marchés, nous sommes amenés à répondre donc à des clauses d'insertion, hein, la clause sociale d'insertion, dont le critère QPV peut être un critère d'éligibilité. Et je vous dis ça parce que finalement, quand on regarde le nombre de demandes d'emploi franc qu'on a pu faire, ça ne reflète pas effectivement les recrutements de personnes domiciliées en QPV que nous avons. Et pour vous donner un petit chiffre, hein, voilà, on a fait 9 demandes en 2023 versus 34 personnes salariées chez nous domiciliés en QPV. Et ça s'explique tout simplement par le fait que jusqu'à présent, sur les contrats de professionnalisation, donc on pouvait bénéficier donc d'une aide de l'État pour l'embauche donc d'un contrat en alternance qui n'était pas cumulable donc avec l'emploi franc. Donc c'est pour ça peut-être aussi voilà que au niveau des résultats, voilà on a un petit peu moins effectivement d'utilité avec l'emploi franc et je rejoins un petit peu ce qui était dit plus tôt. Voilà, nous jusqu'à présent c'était pas forcément une question de montant de l'aide puisque c'est vraiment dans nos recrutements quelque chose qui est, on va dire, naturel de travailler dans l'insertion. Donc, étant donné que c'est un critère qui en fait partie, voilà, on est assez familier, voilà, avec. Bien, Monsieur Tagelmit, vous voulez ajouter quelques éléments complémentaires éventuellement? Oui, pour parler de ce recrutement-là, c'est vrai qu'on peut mettre en avant aussi la méthode de recrutement par simulation puisque, c'est la première fois qu'on l'a mis en place avec le GEC. C'est une méthode qui permet de recruter des candidats via leurs aptitudes et pas forcément en prenant en compte le CV, leur expérience et leur diplôme. Et suite à cela, on a pu faire la promotion de différents candidats, qui étaient éligibles au dispositif emploi franc. Donc nous, la communication, elle se fait, à différents niveaux, hein. Monsieur Spinoza en parlait tout à l'heure. On le fait autant au niveau des candidats pour qu'eux-mêmes puissent en faire la promotion lors de leur entretien d'embauche. On les incite même à mentionner, cette spécificité sur leur CV, et on le valorise également auprès de nos entreprises, dans le cadre de communication, notamment lors des différents événements, forums, job dating, également lors de nos permanences dans les quartiers, sur les cafés de l'emploi. Donc c'est des permanences régulières qu'on organise dans les quartiers, du 15e arrondissement pour notre agence France Travail et qui permet également de toucher des personnes qui ne seraient pas forcément inscrites, chez France Travail pour les inciter à le faire et à pouvoir les accompagner dans le cadre de leur recherche d'emploi. Donc on essaye vraiment de communiquer, à tous les niveaux. On le fait également bien évidemment avec nos partenaires, et ce qui permet, aux candidats de pouvoir, favoriser aussi, son insertion professionnelle. Les retours qu'on a des entreprises, bien évidemment, ils ne recrutent pas le candidat pour l'aide, mais dans un premier temps pour les compétences, mais l'aide peut être aussi quand même, une information intéressante et un levier qui permet de recruter aussi. Beaucoup, quelques remarques, compléments chez les participants, questionnements. Avant qu'on cède le mot de la fin à Monsieur Chabi de la DRETS PACA.
Oui, s'il n'y a pas d'autres interventions. Merci Mustapha, merci à vous tous, à vous toutes. Effectivement, alors juste pour rappeler que, et pour ne pas prolonger ce webinaire, rappeler que nous avons organisé ce webinaire comme un appel à la mobilisation, j'allais dire à la remobilisation, hein, autour d'une mesure des emplois francs. Ça a été dit, mis en place par l'État pour corriger les inégalités d'accès à l'emploi rencontrés par les habitants des QPV, hein, des quartiers prioritaires de la ville. Et ce que nous devons retenir ce matin de ce qui a été dit par les uns et les autres, tout d'abord, nous devons collectivement sortir d'une anomalie. Ça a été dit en transversal par toutes les interventions, des territoires qui cumulent un taux de chômage significatif, un marché du travail en panne de recrutement et un dispositif très peu mobilisé. On a vu que PACA reste quand même en deçà de la moyenne nationale. Et aussi sortir d'un déni, celui des discriminations subies par les habitants des QPV, des discriminations qui persistent, hein, notamment pour faire vite le délit d'adresse et le délit de faciès. Et enfin, ce webinaire a présenté les modalités pratiques pour mobiliser cet outil. On vient de présenter des exemples de paris gagnants, aussi bien pour les entreprises que pour les habitants. Donc, pour terminer, nous comptons collectivement sur les acteurs, hein, sur vous, sur nous, et vous pouvez aussi compter sur nous, qui agissent hein, dans tout le territoire régional, justement, pour relever ce double défi, celui de l'emploi et celui de la cohésion. Voilà, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter bon courage et à vous dire à bientôt. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on se retrouve dans un an pour voir un peu l'état des forces à ce moment-là, pour les résultats. Donc, on peut se dire à dans un an sur ce sujet-là et sur ce dispositif-là. Comme ça, on pourra voir l'avancée. Merci vraiment à tous les intervenants pour vos éclairages les uns les autres. Et je vous remercie à nouveau à tous les participants d'avoir été là. Et je vous souhaite de réussir le pari, d'augmenter, en tout cas, d'être au moins à la moyenne bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.